Romain Rolland, 15 ans de combat, 1919-1934. Panorama. La paix n'apporta point le repos à l'esprit. Les plus rudes combats restaient à livrer. Tant que la guerre avait duré, le premier devoir était, pour notre minorité française, qui en avait reconnu le non-sens et le crime, de tâcher d'y mettre fin. La guerre était finie, mais la paix qui était venue ne faisait que consacrer l'état de guerre permanent, perpétuel, en prétendant s'installer sur le déséquilibre d'un monde atrocement mutilé, lacéré, opprimé par la violence des vainqueurs. Il était évident que ce monde ne pourrait vivre qu'au prix de nouvelles guerres, ou de révolutions que renversassent tout l'édifice social. Car la preuve était faite que le système social actuel, dominé par l'impérialisme capitaliste, monstrueusement hypertrophié, d'une inhumaine bourgeoisie d'affaires, était incapable de fonder aucune paix saine et durable. Autrement, pourquoi des hommes d'État, à qui l'on ne peut, à défaut d'autres vertus, refuser un patriotisme sincère, se seraient-ils obstinés, par leurs traités de Versailles et de Trianon, à acculer l'Europe à une impossibilité de vivre sans de nouveaux combats désespérés, qui achèveraient forcément sa ruine, sans distinction des vaincus et des vainqueurs? Malgré son entêtement de vieux légiste endurci, un Poincaré a-t-il pu jamais en douter, alors que même un « après moi le déluge », comme le cynique Clémenceau a, dans des lueurs d'angoisse, perçu la fatalité de cet avenir écrasant et appelé la mort afin de s'y dérober? Et que l'on ne leur oppose point l'équivoque brillant dont l'intelligence plus souple et plus humaine a conçu la nécessité de la réconciliation entre les frères ennemis, sans jamais avoir l'honnêteté ou surtout l'énergie de vouloir les sacrifices indispensables à ce rapprochement, en prenant, au nom de la France, la courageuse initiative d'une révision des traités. Comment expliquer la carence de ces hommes et celle de tous les chefs du Parlement, fuyant également la recherche loyale des responsabilités, l'examen scrupuleux de la plaie infectée et des remèdes nécessaires à appliquer sans retard, si l'on ne les savait tous assujettis et comme incorporés à la dégénérescence d'un système social que tous, au fond d'eux-mêmes, jugent mortellement atteint, mais avec lequel aucun n'a la force de trancher ses liens. Nous les avons tranchés. Au seuil de 1919, nous étions arrivés à cette décision. La révolution sociale nous apparaissait nécessaire. Mais cette nécessité exigeait de terribles sacrifices. Elle se réalisait en Russie dans la douleur et le sang. L'âme des intellectuels combattants de la paix qui avaient, pendant la guerre, au milieu des mêlées, érigé un credo dont les premiers articles étaient le respect de la vie humaine et celui de la libre conscience individuelle, se trouvait désemparée devant le nouveau sphinx qui broyait le présent pour sauver l'avenir.